Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais commencer par me présenter. Du coup, je suis Marie-Lille, je suis pro de la petite enfance de par mon premier métier. Donc, moi, j'étais pendant 17 ans en crèche, d'abord en tant qu'auxiliaire de puériculture et après, j'ai passé ma VAE pour devenir éducatrice de jeunes enfants. Et je me suis reconvertie il y a maintenant 5 ans pour accompagner les parents. Je suis coach en éducation et en parentalité. Donc, j'ai mon cabinet à côté de la gare de Lyon à Paris, exactement au métro Royer Diderot. Et j'accompagne les parents sur toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec leurs enfants, petits ou grands. Et je suis aussi formée à des méthodes pour accompagner les émotions, l'EMDR et l'EFT, que j'utilise sur les enfants, les adolescents, les adultes, les parents, pour libérer les blessures et les traumatismes. Et je continue aussi également d'accompagner les pros de la petite enfance par le biais de formations, d'accompagnement VAE avec Bleu Éducation sur différents diplômes de la petite enfance, CAP, AP, JE. Et j'accompagne aussi les pros sur le terrain en animant des analyses des pratiques professionnelles. Et du coup, voilà pour moi et tout mon parcours. Moi, je n'ai pas travaillé dans des établissements de pédagogie alternative comme on va voir aujourd'hui, mais j'ai pu m'inspirer de ces pédagogies. Du coup, on va voir en détail aujourd'hui les pédagogies Montessori, Freinet et Steiner, mieux les comprendre avant de les appliquer. Parce que souvent, on trouve du matériel, alors particulièrement Montessori, on l'achète, mais on ne sait pas forcément comment le proposer aux enfants. Donc là, on va voir vraiment concrètement d'où viennent ces méthodes, qui les a inventées, qu'est-ce qu'elles prônent. Et je vais vous montrer aussi des petites vidéos. Là, vous aurez aussi, en plus des explications, du concret pour attacher tout ça et voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre pratique. Alors, on va commencer par parler déjà un petit peu du modèle traditionnel d'apprentissage, donc du modèle scolaire qu'on connaît tous. Pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, l'éducation s'est construite sur le modèle traditionnel, sur la transmission de savoir. Donc, c'est-à-dire que l'enseignant transmet à l'élève. Du coup, on est plus sur quelque chose de normé, avec de la discipline, l'élève écoute ce que dit le professeur, et on est aussi sur la performance, avec des notations, ce qui amène des comparaisons. Et on entend encore beaucoup de parents, moi je le vois dans l'accompagnement coaching, tu as eu combien et les autres ont eu combien. Donc, ça crée de la comparaison, de la compétition. L'enfant y est perçu dans ses apprentissages traditionnels comme un apprenant qui doit se conformer au cadre établi. Et il y a eu des avancées. Donc des avancées en neurosciences, en psychologie du développement, en sciences de l'éducation, qui ont fortement transformé notre compréhension de l'enfant. Donc nous avons découvert depuis plusieurs années maintenant l'impact des émotions, l'impact de la sécurité affective, l'impact des relations, donc la façon dont on va communiquer avec l'enfant, et l'importance du sens dans les apprentissages. Donc, c'est dans ce contexte de toutes ces découvertes sur les neurosciences qu'a émergé les pédagogies, enfin les neurosciences et les émotions, le développement affectif, qui a émergé ces pédagogies alternatives. Donc, elles ne sont pas là pour être en opposition à l'école, mais pour répondre aux besoins réels des enfants, en écoutant ce que la science nous apprend sur le développement de l'enfant. Donc, elle propose un changement de regard, passer d'un enfant qui doit s'adapter au système à un système qui s'adapte à l'enfant. Donc, l'enfant n'est plus là pour apprendre par contrainte, mais l'enfant apprend par sens dans la pédagogie alternative. Donc, pourquoi ces pédagogies, elles sont si présentes aujourd'hui? On en entend de plus en plus parler alors qu'elles existent depuis des années. Ces pédagogies, elles partent d'une vraie promesse, rendre les enfants plus humains, plus respectueux les uns les autres, et il y a du sens dans les apprentissages. Elles aident vraiment les enfants. Mais pour vraiment être dans un accompagnement qui va les aider, il faut distinguer ce qu'on idéalise et la réalité éducative du terrain. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ces écoles? Et on va voir la différence pour chaque école et
qui peut être intéressant à piocher. Alors, avant de rentrer plus précisément dans les 3 pédagogies qui nous intéressent aujourd'hui, je vais vous présenter quand même de façon synthétique les principaux courants alternatifs qu'on connaît en Europe. Donc, le plus connu qu'on va voir en détail, c'est Montessori, donc qui prône l'exploration libre et l'autonomie. Ensuite, Freinet, qui est une méthode où on va travailler autour de la coopération et de l'expérience. Ensuite, Steiner, Waldorf, là, on va travailler sur plusieurs dynamiques, donc le cœur, donc ce qu'on ressent, le corps, le mouvement et l'esprit. La pédagogie Reggio Emilia, là, l'enfant va être dans une dynamique plus créative avec beaucoup d'expressions multiples. Donc, on part de l'idée que l'enfant est compétent et qu'il va pouvoir exprimer ce qui se passe en lui. La pédagogie Pikler-Logzi, là, qui va respecter le rythme naturel moteur de l'enfant dans un cadre sécurisant, on va lui offrir un système de référence autour des soins. Cette pédagogie Pikler-Logzi, si elle vous intéresse, j'ai déjà animé un atelier qui s'appelle la motricité libre, je crois, que vous pouvez trouver en replay sur YouTube. Vous verrez vraiment en détail tout ce qui peut être intéressant sur cette pédagogie. La pédagogie de Crowley, donc elle part de l'intérêt de l'enfant et ça va partir d'un savoir très concret. À la fin, je vous montrerai aussi une petite vidéo sur De Crowley. Et enfin, Aerosmith, j'espère que je le prononce correctement. Cette méthode, elle va proposer des exercices très ciblés qui vont être progressifs pour renforcer la plasticité cérébrale, donc renforcer des fonctions cognitives chez l'enfant. Donc voilà déjà pour un aperçu d'ensemble des différents courants pédagogiques alternatifs. Et maintenant, on va se centrer vraiment sur ces 3 pédagogies, Montessori et Steiner. Donc Montessori, dans la pédagogie Montessori, l'enfant, il apprend à son rythme en expérimentant par lui-même dans un lieu qui va être bien structuré, qui va être vraiment pensé pour soutenir ses apprentissages avec sécurité. Et du coup, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est l'autonomie. L'autonomie au cœur de chaque geste. Et du coup, on va voir après en détail cette méthode. Ensuite, Freinet, c'est une pédagogie où l'enfant apprend dans le collectif. Donc, il va grâce aux autres, en créant, en partageant et en coopérant avec ses pairs. Et la pédagogie de Steiner, elle accompagne le développement global de l'enfant en respectant son rythme et en nourrissant son imaginaire et en reliant son corps avec ses émotions. Donc, on est beaucoup plus dans quelque chose de respectueux et de naturel, où on va être beaucoup dans le ressenti. Et pareil, je vais vous expliquer en détail ces 3 pédagogies. Alors, on est parti pour parler en premier de la pédagogie Montessori, qui a été créée par Maria Montessori. Donc, Maria Montessori, c'est un médecin italien, donc c'est une pionnière, une des premiers médecins, qui a développé sa méthode en s'occupant des enfants qui avaient des difficultés, des retards, des troubles, un handicap, et elle les a observés vraiment scientifiquement. Et elle a découvert que ces enfants-là, ils apprenaient naturellement quand le lieu était adapté à leurs besoins et qu'on leur proposait une expérimentation et une autonomie, et que c'était un vrai moteur dans l'apprentissage. Elle disait, Maria Montessori, qu'un enfant, il peut passer des heures à utiliser des petits récipients et à verser d'un récipient à l'autre l'eau qui se trouvait à l'intérieur de ces récipients. Et en fait, de laisser l'enfant, avec son rythme, apprendre à faire les gestes tranquillement. Là, l'enfant, en le faisant par lui-même, il va développer, par exemple, sa patience et sa concentration. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il apprend par un enseignement formel. C'est justement qu'il apprend en faisant, grâce à l'autonomie. Donc l'adulte, dans la pédagogie de Maria Montessori, il est un guide et non un chef d'orchestre des apprentissages. Et je vais vous expliquer en détail la posture, du coup, de l'enseignant et le matériel utilisé dans la pédagogie Montessori. Donc, voici toutes les bases de cette méthode. La première chose, donc, vous l'avez compris, c'est l'autonomie. Donc, l'enfant fait tout par lui-même.
La phrase clé qu'on peut retenir de Maria Montessori, c'est « Aide-moi à faire tout seul, aide-moi à devenir autonome ». Par exemple, quand l'enfant arrive dans une classe Montessori, eh bien, l'enfant va choisir quels vont être ses apprentissages du jour. Donc, il va choisir, il va se déplacer dans la classe, va aller choisir un petit plateau, va prendre son petit plateau, va effectuer son petit travail et va aller ranger son plateau à la fin, à la place où il l'a trouvé en début de journée. Donc, il va faire tout seul. Par exemple, il peut euh, euh, prendre des fleurs, les couper avec un petit sécateur, les placer, les arroser dans un petit vase. Donc, c'est lui qui va faire de A à Z son petit bouquet. Il peut aussi couper son fruit et se préparer un petit jus de fruits. Donc, il va prendre une pomme, la couper ou une orange et c'est lui qui va faire en autonomie son activité de A à Z, puis ranger son petit matériel. Chez Maria Montessori, l'environnement est préparé. Donc, tout est à portée de main. Les étagères sont basses avec des petits plateaux accessibles ou ce n'est pas forcément que des plateaux, hein, mais ça peut être des jeux que l'enfant va attraper. Le matériel est bien rangé, c'est très structuré et l'enfant sait où il va trouver chaque chose car tous les jours, c'est rangé de la même manière. Donc, vraiment, l'environnement est très pensé, très réfléchi et très préparé. Le matériel chez Maria Montessori est un matériel spécifique. On le dit autocorrectif, c'est-à-dire que l'enfant va se rendre compte par lui-même s'il fait une erreur. Là, par exemple, je vous ai mis, donc c'est la tour rose. On voit une tour avec différents cubes de différentes tailles. Donc, les cubes, ils vont du plus grand au plus petit. Et en fait, l'enfant va visuellement et kinésitiquement, par le toucher, hein, être reformulé comme ça, mais par la vue et par le toucher, il va comprendre la notion de taille, de volume et de proportion. Et comme la tour est d'une couleur neutre, donc elle est toute rose, eh bien, en fait, ça évite la distraction. L'enfant, il se centre que sur les proportions et les volumes. Du coup, il est acteur et il se rend compte lui-même de son erreur. S'il a oublié un des cubes ou s'il y a un des cubes qui dépasse, il va le voir et du coup, c'est lui qui va reformer sa tour et qui va développer cet apprentissage. Donc, le matériel chez Montessori ressemble énormément à cette rose, du matériel brut, réfléchi et qui est pas avec plein d'informations sensorielles. Maintenant, le rôle de l'adulte. Donc, en résumé, observateur, guide et sécurisant. L'adulte, il va être là pour montrer l'activité. L'adulte va montrer l'activité aux enfants, puis il va laisser les enfants explorer. Et il va intervenir que si c'est nécessaire. Et il va beaucoup être dans l'observation. Donc, il va se mettre en recul dans la classe, il va observer les enfants et il va sentir s'il y a besoin d'intervenir ou pas. Donc là, je vous ai mis, il est dans le groupe, mais souvent, ça va être des interventions individuelles où le maître va rester près de l'enfant, à côté de lui, concentré avec lui, le temps de lui montrer le travail à effectuer. Et une fois que l'enfant n'a pas de questions et qu'il part dans son exploration, le maître le laisse en lui disant je te laisse faire ton petit travail et il va explorer la classe ou s'installer dans un coin. Donc voilà pour Maria Montessori. Maintenant, nous allons parler de Célestin Freinet. Donc Célestin Freinet, c'est un instituteur français qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Et il est revenu malheureusement blessé. Et du coup, il n'était plus en capacité de faire classe de façon traditionnelle et d'être debout toute la journée en expliquant à ses élèves. Donc, il a décidé de moduler sa façon d'apprendre aux enfants, donc sa pédagogie, et de la rendre plus humaine et plus vivante. Donc, il a inventé sa méthode en 1920 qui se base sur l'exploration libre et sur la coopération. Donc, vraiment une méthode collaborative où les enfants vont faire ensemble un travail. Donc, il y a une vraie dimension démocratique, proche de la vie réelle, qui est quand même très, très intéressante chez Freinet. Un exemple de ce qu'il a pu mettre en place, c'est un journal avec ses élèves, donc un petit journal où les enfants racontent leur vie quotidienne, leurs découvertes. Donc, ils vont imprimer leur journal,
ils vont le distribuer, ils vont le vendre. Et ce simple projet, on voit que ça a pu vraiment fédérer énormément de choses chez les enfants. Ça a pu transformer leur motivation, leur curiosité et leur esprit collectif. Donc maintenant, on va voir, comme chez Montessori, en détail, les grands points de la méthode Freinet. La première chose, du coup, c'est la coopération. Donc, les enfants en classe sont assis par petits groupes. Ils sont vraiment sur un modèle où on est ensemble et on va travailler en collaboration. Donc, chacun va apporter sa contribution en fonction de ses appétences. Par exemple, s'ils font un exposé, eh bien, il y en a un qui va peut-être organiser, synthétiser les recherches, un qui va dessiner au tableau, un qui va présenter. Du coup, ils vont chacun utiliser leurs appétences et se répartir les rôles. Ils vont exprimer leur travail de façon libre. Donc, ils vont raconter leur idée à travers différents médias. Le dessin, l'écriture, la poésie, le jeu théâtral. J'avais regardé un reportage où les enfants se déguisaient en petites abeilles pour expliquer comment les abeilles créent le miel. Et donc, du coup, ça prenait vraiment tout son sens parce que les enfants n'étaient pas juste à écouter un livre, écouter un professeur, ils intégraient vraiment et ils vivaient l'expérience de ces petites abeilles qui allaient récolter du miel, qui allaient butiner les fleurs. L'apprentissage par l'expérience. Donc, chez Freinet, l'enfant va expérimenter directement. Par exemple, ils vont cultiver un petit potager. S'ils travaillent sur les animaux, eh bien, en fait, ils peuvent amener des petits insectes, donc des libellules. On va observer les libellules réellement. J'ai regardé aussi un reportage où une petite fille faisait de la géométrie et elle utilisait des fils pour calculer le volume et elle expliquait comment elle devait mettre les fils pour savoir comment calculer. Et l'autre approche chez Freinet, c'est la démocratie éducative. Donc, les enfants, ils participent aux décisions du groupe. Donc, ils vont choisir ensemble les règles de la classe et le thème d'un projet collectif. Par exemple, le professeur leur demande d'écrire chacun un petit texte, une petite poésie. Donc, le thème est libre. Donc, tous les enfants vont raconter tour à tour leur petit récit. Et ensemble, ensuite, ils vont voter pour celui qui les a le plus touchés. Et là, par exemple, c'était un petit texte sur une fourmi. Donc, un petit garçon avait écrit un texte sur une fourmi. Et du coup, le professeur va utiliser ce texte qui a été voté par la majorité et ils vont étudier ce texte. Donc, il va écrire le texte au tableau et ils vont utiliser tout le texte pour parler de la forme grammaticale, du COD, du verbe. Et du coup, ça part de vraiment ce que l'enfant a produit et ce que le groupe a choisi. Voilà du coup pour la pédagogie Freinet. Alors maintenant, on va parler de la pédagogie Steiner. Donc, la pédagogie Steiner, elle a été créée par Rudolf Steiner, qui était un philosophe autrichien. Donc, lui, il a créé sa pédagogie Waldorf dans une usine. Donc, c'était pour les enfants des ouvriers de cette usine qui étaient en Allemagne, donc dans les années 20, en 1919 exactement. Il voulait une éducation qui soit respectueuse du développement global. Donc, c'est là où il a vraiment parlé de cette différenciation entre le corps, l'émotion et l'esprit de l'enfant. Donc, il s'appuie sur un concept qui est beaucoup plus spirituel et humaniste que les autres, où il est beaucoup dans le respect des rythmes naturels, des saisons, et du coup, il va beaucoup travailler avec les matières naturelles. Par exemple, pour apprendre à compter, les enfants, dans la pédagogie Steiner, ils peuvent manipuler de la cire ou des couleurs plutôt que simplement des chiffres. Donc, ils vont vraiment apprendre avec les matières. Du coup, les enfants, ils vont apprendre chez Steiner beaucoup grâce au jeu, grâce à leur sens et en ressentant, parce qu'ils vont toucher et ils vont vivre une expérience très intérieure, très dans la sensibilité. Donc, la première chose, c'est le rythme. Donc, déjà, chez Steiner, les enfants sont avec les mêmes professeurs éducateurs, je ne sais pas exactement le terme qu'ils choisissent, jusqu'à leurs 6 ans.
Et les activités quotidiennes vont suivre un rythme très clair et très prévisible. Donc, il y a beaucoup de rituels, donc, qui sont autour de moments de contes. Donc, c'est des contes très traditionnels avec des petites poupées fabriquées, de l'aquarelle, du rangement, des danses, des rondes, dans un univers très doux, très apaisant. Les enfants vont beaucoup apprendre grâce à l'imitation. Donc, l'enfant, il va apprendre en reproduisant des gestes que l'adulte va lui proposer. Donc là, c'est un petit temps de chanson. On voit l'adulte faire des mouvements, et bien les enfants vont les reproduire. Mais après, en grandissant, les enfants vont aussi reproduire des gestes, par exemple en faisant des ateliers menuiserie. Une petite fille va reproduire un saladier en creusant directement dans le bois et elle va imiter ce que le professeur leur montre, ou en créant un panier, ou en faisant la vaisselle. Donc, ils sont beaucoup dans on fait avec l'adulte et on observe comment l'adulte fait. L'adulte est aussi en train de faire l'activité. Dans cette pédagogie, on est beaucoup sur le ressenti, donc tout le côté sensoriel, imaginaire et le lien à la nature. Donc, les activités, elles font appel aux 5 sens. On apprend à modeler de l'argile, on apprend en observant la nature. Ils sont beaucoup dehors dans la forêt, à toucher vraiment la matière et à découvrir par leur corps et leur sens. Et on est beaucoup autour aussi du développement global de l'enfant, donc le corps, le cœur et l'esprit, qui sont nourris simultanément à travers plein d'activités différentes, donc le chant, le jeu créatif et le mouvement. Steiner, il a créé l'eurythmie. L'eurythmie, c'est l'art du mouvement, donc on le retrouve dans toutes les écoles Steiner. C'est les enfants qui vont suivre des gestes qui vont être rythmés, qui vont correspondre au son et à des lettres, et ils vont reproduire des histoires avec le mouvement. Donc, ils vont vraiment scénariser grâce à leur corps ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont appris. Donc, ils apprennent beaucoup en bougeant et en ressentant. Et voilà. Donc, maintenant, on va voir les points communs et les différences de chacune de ces pédagogies. Donc, le premier gros point commun de ces deux pédagogies, c'est qu'ils ont une vision très respectueuse de l'enfant. Donc, les trois, on voit que l'enfant est vraiment au cœur des apprentissages. Donc, toutes ces pédagogies, elles considèrent l'enfant comme un être compétent qui est acteur de ses apprentissages. Donc, il y a capacité d'apprendre, qui est un petit adulte en devenir une personne vraiment à part entière. Alors, les différences, c'est que chez Maria Montessori, on va parler de périodes sensibles et d'un élan naturel. Il y a des moments plus propices que d'autres pour des apprentissages. Pour Maria Montessori, les périodes sensibles, ce sont des moments où l'enfant il est plus réceptif à certains apprentissages, comme par exemple le langage, l'ordre, où il va commencer à trier par couleur, par forme, par catégorie. Pour le langage, il y a un moment donné où il va être très intéressé par la lecture. Et du coup, s'il est dans l'autonomie, donc c'est lui qui choisit ce qu'il va faire, ben, il va pouvoir prendre des livres, des petits mots, des lettres à suivre. Et du coup, c'est lui qui va se dire, ça, c'est mon moment et ça, j'ai envie d'apprendre ça. C'est comme si les enfants étaient des petites éponges. Ils absorbent tout ce qui correspond à ce qu'il est prêt à apprendre. Et du coup, il le fait naturellement, sans effort apparent. Comme nous, hein, quand on est passionné par quelque chose, eh bien, en fait, ça devient facile de l'apprendre. Eh bien, l'enfant, c'est une période où il va être vraiment très centré là-dessus. Pour freiner, on est plus sur l'enfant est un citoyen capable de coopération, donc vraiment sur ce côté décider ensemble. Donc, les enfants qui sortent des écoles freinées, c'est des enfants qui vont beaucoup plus facilement prendre la parole. C'est des enfants qui vont, quand ils vont suivre un rythme scolaire, on va dire, plus classique, c'est souvent des enfants qui deviennent délégués de classe parce qu'ils ont eu l'habitude de prendre la parole et ils n'ont absolument pas peur de prendre la parole devant un adulte. Et chez Steiner, l'enfant est un être en développement rythmique, corporel, émotionnel et spirituel. Donc, on le respecte dans son intégralité. Ensuite, dans la vision commune, il y a le cadre. Donc, dans ces pédagogies, le cadre, ce n'est pas une contrainte, mais c'est vraiment un outil de sécurité qui va structurer la journée et qui va rassurer et permettre à l'enfant d'explorer plus librement. Donc, les cadres dans toutes ces pédagogies sont très clairs
et ça permet de libérer l'enfant au lieu de le limiter. Donc, chez Montessori, le cadre, il est offert par un matériel et un environnement qui est très précis et très préparé, avec des règles claires. Dans la vidéo, le maître et l'enfant, on voit à un moment donné, dans le cadre, un petit garçon qui prend le matériel et qui fait autre chose ce qui a été montré par le maître. Et du coup, le maître vient le voir et lui dit, tu peux me montrer comment on doit utiliser ce matériel? Du coup, il ne lui dit pas non, tu te trompes, ce n'est pas comme ça. Mais il lui rappelle qu'il lui a montré il y a quelque temps et il veut voir si l'enfant il a compris cet apprentissage et si il est en capacité de le faire. Donc voilà, on recentre l'enfant sur le cadre. Chez Freinet, le cadre, il est co-construit avec les enfants. Donc le cadre, il évolue constamment parce que ensemble, les enfants, ils vont organiser la vie de groupe, ils vont réfléchir à créer cette collectivité. Et chez Freinet, le cadre, il est basé sur des rythmes, des rituels, et il y a beaucoup. Donc, c'est un cadre qui est très sécurisant parce qu'on sait ce qu'on va faire à chaque moment et en même temps, il y a des grands moments où les enfants sont en jeu libre. Donc, c'est vrai que là, tout à l'heure, j'ai coupé la vidéo, mais on voit que voilà, le lundi, ils font la peinture, le mardi, ils font la cuisine, mais il y a des grands moments, une heure et demie, où ils sont en jeu libre et ils vont, suite à la fin du jeu libre, ranger tous ensemble et partir dans un moment de ronde, de conte. Mais il y a beaucoup de rituels, ce qui permet d'avoir un cadre qui est vraiment très structuré. Dans les points communs, la posture de l'adulte. L'adulte n'est pas au-dessus de l'enfant, mais à côté de lui. L'adulte, il l'accompagne, il sécurise l'enfant et il va garantir ce cadre respectueux, cohérent. Donc, il observe, il ajuste et il soutient. Dans les différences, chez Montessori, l'éducateur, le maître, il est très discret. Là, quand je vous ai montré la première vidéo, je vous ai dit à un moment, il chuchote. Je ne sais pas si vous entendez, parce qu'il y avait la voix derrière qui commentait ce que disait Maria Montessori, mais il va encourager l'enfant tout doucement et juste si c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment un facilitateur. Il n'est pas du tout au centre de l'apprentissage. Il montre, il explique, et il n'a même pas besoin vraiment de valoriser. J'allais dire, il valorise, mais de manière, surtout un regard appuyé, un petit sourire, un hochement de tête. Mais voilà, c'est vraiment une posture où on est très discret. Chez Freinet, c'est le médiateur. Il anime le collectif et il est garant du cadre. Mais, vous voyez, quand le professeur a proposé le moment où ils allaient parler des difficultés, il dit, est-ce que vous avez des choses à dire? Et en fait, il baisse la tête et il prend des notes et c'est l'enfant qui anime, qui va interroger les autres enfants. Mais lui, bien sûr, il est là pour être médiateur si jamais les enfants n'arrivent pas à prendre une décision. Il peut amener un vote à main levée ou orienter des notes. Enfin, voilà, il est là pour être médiateur. Et chez Steiner, c'est un modèle. Donc, l'adulte, il est vraiment là en étant sécuritaire et contenant, il va montrer à l'enfant ce qu'on attend et il va inviter les enfants à suivre ce rythme-là. Alors, ensuite, je vais vous montrer une activité, enfin, vous montrer, je ne vais pas le faire, hein. Je vais vous présenter, mais attendez, je crois que j'ai oublié le slide. Ah oui, j'ai oublié, voilà, c'est ça. Le rapport au collectif. Le rapport au collectif, l'enfant, il apprend avec et par les autres. Donc, la vie ensemble, elle est assez centrale dans les trois pédagogies. Par contre, ce n'est pas exactement la même chose. Chez Montessori, l'enfant va travailler côte à côte. Donc, par exemple, un enfant, il va prendre son matériel, donc il va prendre la tour rose, et un autre à côté va prendre des perles. Et bien, ils vont respecter chacun le matériel de l'autre. Dans une des vidéos, il y avait un petit garçon qui était très intéressé par une petite fille qui était en train de lire. Et du coup, il la regardait, puis la petite fille, juste avec sa main, lui montrait qu'il était un petit peu trop proche. Donc, elle le reculait, mais de façon très respectueuse, sans lui dire « va-t'en, c'est mon activité », mais elle lui montrait que c'était son travail et qu'il pouvait regarder. Quand, dans la vidéo, là, le maître et l'enfant, le film, on voit les enfants à 2 rentrées, l'intervalle. Et à la 2e rentrée, le maître dit aux enfants qui étaient déjà là l'année d'avant, les petits vont vous regarder. Donc, moi, je vous invite vraiment à les laisser vous regarder. Et si vous voulez, vous pouvez leur expliquer. Mais vraiment, c'est de leur propre volonté.
Donc, ils vont s'observer les uns les autres et ils peuvent s'entraider spontanément si besoin. Il y a un enfant qui avait une difficulté, mais il est allé demander à un autre enfant, l'autre enfant lui a montré l'étiquette. Mais chacun s'occupe de son propre petit espace, son propre petit travail. Ils appellent ça vraiment le travail de chacun. Chez Freinet, donc là, c'est la coopération, donc ils travaillent ensemble. Ils ont chacun un rôle précis, avec des étapes à suivre. Par exemple, s'ils préparent un spectacle, eh bien, ils vont préparer les peintures pour le spectacle. Et bien, chacun va faire quelque chose. Donc, il y en a un qui va préparer les couleurs, qui va faire les mélanges, un autre qui va dessiner à la main, un autre qui va peindre, un autre qui va assembler les décors. Ils vont vraiment travailler de façon coopérative avec un plan établi et des décisions qu'ils auront fait ensemble. Et chez Steiner, les enfants, ils vont participer à une activité ensemble. Donc, par exemple, quand ils font la petite ronde, la ronde rythmique, eh bien, les enfants vont faire des gestes, donc les mêmes gestes, ils vont se mettre en synchronie, ils vont chacun regarder, observer, ils vont s'imiter, et du coup, ça va renforcer leur cohésion au groupe et leur attention au groupe. Donc, c'est comme ça qu'ils vont être dans le collectif. Et c'est maintenant que je voulais vous proposer du coup un atelier qui va être proposé de façon très différente en fonction des différentes pédagogies. Donc, c'est la préparation d'une collation. Chez Maria Montessori, du coup, si on prépare une petite collation, donc un jus d'orange ou un jus de pomme, l'enfant va préparer sa collation seul. Il va laver son fruit, l'éplucher, choisir son outil et le disposer dans l'assiette. Donc, il va faire les gestes lentement. Enfin non, le maître, l'adulte, va montrer les gestes lentement et va se retirer. Il n'est pas là, présent avec l'enfant, il le laisse faire, même s'il a un couteau. Les enfants sont vraiment en capacité d'utiliser le matériel par eux-mêmes. Dans un des films que j'ai pu voir, le maître arrive et les enfants, ils étaient en train de préparer une salade et en fait, ils faisaient un peu tous la même chose. Et du coup, le maître les a invités. Donc, Mathéo, il a choisi de préparer le concombre. Donc, il est en train d'éplucher le concombre. Et bien, toi, Denis, je t'invite à trier les radis. Et donc, du coup, il leur donne chacun une petite tâche. Comme ça, l'enfant, il est vraiment dans son autonomie en train de faire ses gestes à lui de développer sa motricité fine et pas en train d'observer forcément ce qui se passe à côté. Chacun a son propre travail. Donc, de ce qu'on a vu depuis le début chez Montessori, on est vraiment sur l'enfant agit seul. Agit seul. Chez Freinet, c'est un travail collaboratif où on va choisir ensemble quels fruits on prépare, comment se répartit les rôles, qui va faire quoi, qui va couper, qui va mélanger, qui va nettoyer. Donc voilà, donc on est sur une préparation collective où on va discuter, on va s'entraider. Donc on est dans la collaboration. Et le maître peut être au milieu des enfants parce qu'il est là, médiateur, facilitateur, à essayer de voir que chacun ait un rôle et qu'il n'y en ait pas un qui prenne plus le lead que les autres, mais que chacun trouve sa place dans le groupe. Donc, sur la collaboration. Et ensuite, chez Steiner, donc là, c'est plus dans une ambiance où on va être dans un rituel. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, quand ils vont se mettre, par exemple, au moment du repas, il y a une petite chanson très douce. Et bien, c'est pareil, quand ils vont préparer une petite collation, ils peuvent chanter une petite comptine sur les pommes, avec des gestes doux. L'adulte va inviter les enfants à reproduire ces gestes. Donc, on est sur quelque chose de très rythmé, très doux. Donc, il y a vraiment ce côté développement sensoriel. Donc, chez Steiner, on apprend en imitant. Chez Montessori, l'enfant fait seul et chez Freinet, en collaboration. Donc, le résumé des 3 pédagogies, j'espère que vous l'avez bien compris. Hein. Seul chez Montessori, ensemble chez Freinet et Steiner en ressentant, en vivant, en imitant dans le rituel avec l'adulte. Donc maintenant, au quotidien, comment vous pouvez vous inspirer concrètement de ces pédagogies? Donc pour moi, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment de proposer un environnement, organiser un espace accessible où tout est visible et l'enfant peut vraiment librement utiliser le matériel. Un matériel qui va être simple et qui va être réfléchi, qui va être aussi sécurisant.
Donc, avec des objets du quotidien. Là, on l'a bien vu chez Steiner, des objets vraiment avec des matériels bruts qui sont doux. Chez Montessori, du matériel où l'enfant va se rendre compte de sa marge d'erreur. Donc, vraiment choisir des objets, réfléchir quand vous proposez des objets dans votre lieu d'accueil à quelle visée pédagogique ils vont avoir et comment l'enfant va les utiliser. Respecter les rythmes, le rythme biologique des enfants, installer des rituels, l'importance de mettre en place des rituels, sa structure, et c'est tellement important que l'enfant ait un cadre pour pouvoir justement savoir ce qu'il peut faire dans cet environnement. La vie du groupe, favoriser la coopération, encourager l'entraide, créer des projets collectifs. Donc ça, c'est vraiment ce côté autour de la pédagogie freinée. Mais vous voyez, chez Montessori, on le fait quand même, où l'enfant fait quelque chose, mais il peut interagir avec d'autres enfants. Si par exemple, dans une école plus traditionnelle, un enfant n'y arrive pas et qu'il va demander de l'aide, on peut vite, facilement dire qu'il a triché parce qu'il a regardé la copie ou qu'il a demandé de l'aide. Alors que dans ces pédagogies alternatives, on renforce cette coopération et cette entraide. C'est même quelque chose de complètement banalisé et encouragé. Le cadre éducatif avec des règles claires, simples et constantes qui ne sont pas violentes. Le maître, la maîtresse, elle a vraiment cette posture où elle explique dans quelque chose qui est ordonné, qui est habituel. Et du coup, c'est très, très rassurant pour les enfants. Donc, il y a moins de contrôle et il y a plus de repères. La pédagogie est vraiment réfléchie en amont. Et la posture de l'adulte. L'adulte est un guide. Il n'est pas là dans le contrôle. Passer de faire obéir à faire grandir, de toute puissance à sécurité relationnelle et de contrôle à co-régulation. Et pour finir cet atelier, il n'existe pas une seule façon d'éduquer, mais des chemins multiples. Donc, plus qu'une méthode, pour moi, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est vraiment la posture, le respect, la confiance, la sécurité et l'écoute. Éduquer, ce n'est pas façonner un enfant, c'est l'aider à devenir lui-même, à lui apporter tout ce qu'on peut pour qu'il puisse développer toutes ses compétences à son rythme et qu'il puisse aussi développer son potentiel et tous ses talents. Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions particulières ?